messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Je m'appelle Julie Théa. Alors, je rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la culture littéraire. Notre invité du jour s'appelle Monsieur Alban Désiré Afen. Monsieur Afen nous revient avec un nouveau titre qui s'intitule L'amant de Sangomar. Bonjour Monsieur Afen. Bonjour Madame Léa. Toujours un plaisir de vous revoir sur Parlons de livres. Vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Alors, L'amant de Sangomar est donc votre nouveau titre. Je crois que ce n'est pas la peine de vous représenter. Monsieur Désiré Afen est un écrivain gabonais qui vit aux États-Unis et qui a écrit déjà plus d'une quinzaine de titres. Son dernier titre, c'est donc L'amant de Sangomar. Super. Vraiment, Monsieur Afen, c'est toujours un régal. L'amant de Sangomar. Alors, édifiez un petit peu les auditeurs, dites-leur de quoi vous parlez dans L'amant de Sangomar. Alors, L'amant de Sangomar nous entraîne dans l'intimité émotionnelle et sexuelle de Liliane Thomas, qui est une femme dans la quarantaine. Elle est fille et femme de pasteur. Elle est mariée depuis une quinzaine d'années, mère de 4 enfants. Mais seulement dans le département de la sexualité, Liliane vit de profondes frustrations. Dans le cadre d'une mission qui l'amène à Dakar au Sénégal, elle fait la rencontre de Mokhtar Lamine Sarr, qui s'invite dans son séjour, mais surtout dans la solitude de son cœur. Donc, le temps de ce week-end, Liliane a une aventure avec lui, et cette aventure qu'elle a avec Mokhtar Lamine Sarr vient révolutionner le rapport qu'elle a avec son corps et avec la sexualité de manière générale. Donc, cette révolution va entraîner effectivement des questions. Elle repart à Libreville, mais elle sait qu'elle ne peut pas retourner auprès de son époux en étant la femme qu'elle a été pendant les 15 dernières années. Donc, cette aventure avec Mokhtar va venir faire en sorte qu'elle se pose, j'ai envie de dire, les bonnes questions. Maintenant, comment elle repart à Libreville vers son époux après avoir découvert son corps, la sexualité, après que le rapport avec elle-même est complètement changé, c'est toute la question que pose ce roman. Effectivement, c'est toute la question que se pose ce roman. Et d'ailleurs, ce roman pose beaucoup de questions. Parce que plusieurs sujets quand même apparaissent là-dedans. Il y a la sexualité, et il y a le rapport de la femme avec son corps. Tout à fait. Il y a la communication dans le couple. D'accord, tout à fait. Il y a ce que c'est que d'être une femme de pasteur aussi. Vous voyez? Tout à fait. Il y a vraiment plein de sujets, c'est ça. On va parler du rôle de la femme de pasteur, effectivement. Il y a l'infidélité, l'infidélité au sein du couple. On a dit la communication, et puis, comment je peux appeler ça? Parce qu'on va parler des bin-bin. On va parler quoi? De la séduction? De la séduction, au sein du couple. Au sein du couple. Tout à fait, au sein du couple. Voilà. Déjà, comme vous dites, elle est fille et femme de pasteur. On se rend quand même compte que c'est pas évident, c'est pas facile d'avoir ce rôle d'être femme de pasteur. Est-ce qu'une femme de pasteur, c'est n'importe quelle femme comme ça? Voilà. Non, c'est absolument pas n'importe quelle femme. C'est une femme qui a une position sociale particulière. Donc, elle a le regard d'une communauté braquée sur elle, et elle se doit donc d'être exemplaire. Maintenant, donc Liliane, si on veut, est prisonnière de sa posture. Elle est prisonnière des enseignements religieux qu'elle a reçus, parce qu'elle est donc fille de pasteur, et ça se complique encore plus quand elle devient donc l'épouse d'un pasteur. Donc elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre au niveau de son rapport avec elle-même. Elle est frustrée dans son mariage, dans le département du sexe. Son mari ne répond pas à ses demandes. Elle ne sait pas, avec la position sociale qu'elle est, elle ne sait pas où aller se plaindre, ou avec qui partager ça, parce qu'elle a peur qu'on la juge. Elle ne peut pas aller voir sa mère, elle ne peut pas aller voir ses sœurs, elle a des difficultés à aller voir son ami. Et donc c'est dans les bras d'un amant que pour la première fois, elle se reconnecte en fait à son essence féminine. Elle fait connaissance avec elle-même, et elle se rend compte que sa sexualité est une conversation possible. Elle découvre des choses, et donc là la question se pose: qu'est-ce que je fais? Parce que tout à l'heure on disait on va parler du rapport avec soi et de sexualité. Mais j'ai envie de dire que la sexualité, le rapport à la sexualité n'est pas possible tant qu'on n'a pas fait la connaissance de soi-même.
Donc, c'est pourquoi elle rentre dans un mariage, elle a 4 enfants. On peut supposer que les choses vont très bien pour elle, mais ce n'est absolument pas le cas, parce que pendant toutes ces années, elle est passée à côté d'elle-même jusqu'à un matin où, vraiment, au sorti des tréfonds de son être, elle ressent le besoin d'autre chose, et ce besoin-là va s'exprimer pour la première fois auprès d'un amant. Donc, la question que pose également le roman, c'est que le roman vient poser, est-ce que finalement sortir du droit chemin peut avoir une valeur ou une charge thérapeutique pour certains et peut-être pas pour d'autres. C'est la question qu'on peut parler. Il faut lire le roman pour connaître la fin. Mais on peut se poser la question. Effectivement. Pour ma part, en le lisant, je me suis dit, quelque part, c'est aussi un petit peu culturel. C'est culturel dans la mesure où une femme, vous savez, n'est pas libre. Hein? Déjà, quand elle parle de ses menstrues, la première fois qu'elle a les menstrues, la réponse que lui dit sa mère, ça commence déjà en fait. Avant même d'être femme, c'était déjà en tant que jeune fille, elle explique, elle a ses menstrues. La première chose que sa mère lui dit, c'est comme si ce n'était même pas normal d'avoir les menstrues. Hein? La mère lui dit, ne joue plus avec les garçons, tu m'entends? Méfie-toi d'eux, sinon tu vas te retrouver enceinte. C'est compris? Donc là, quelque part, déjà, il y a un blocage. Tout à fait. Oui, il y a un blocage. Alors, elle grandit comme ça, et puis bon, elle épouse un pasteur qui, je me dis, il n'y a pas que Liliane en fait qui est coincée, parce que lui aussi est coincé par rapport à, comme vous dites, les principes religieux, tout ça. Il y a certains cadres à ne pas dépasser, sinon, voilà, lui aussi en fait a des blocages. Il a des blocages lui aussi en tant que pasteur, et puis bon, peut-être des traumatismes aussi de l'enfance, mais ça, il faut que le lecteur le lise. On va plutôt parler des blocages, parce que c'est ce qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de communication dans le couple. Exactement. Et qu'il le prend mal quand elle soumet le problème. C'est ça en fait. Alors il le prend mal parce que justement, la société est une société, j'ai envie de dire ce mot, c'est une société phallique. Tout est organisé autour de l'homme, de la perception qu'il a de la communauté. Donc la femme, sur le plan de la sexualité, elle n'a jamais une plateforme d'expression. C'est-à-dire, on lui apprend, et d'ailleurs, comme vous le dites, dès le moment où elle a ses menstruations, on lui fait presque peur à la limite. On ne lui dit pas que c'est quelque chose qui est naturel. Donc, ça représente comme une sorte de danger. Donc, c'est ce qu'on lui apprend à devenir. On lui apprend à devenir une épouse, mais pas une femme. Une femme qui a une relation avec elle-même, avec son corps. Et donc, quand elle rentre, la plupart des femmes rentrent dans le mariage. Et même culturellement, dans les rites initiatiques, on ne vous apprend pas à communiquer avec votre conjoint, tant pour l'homme que pour la femme. On vous apprend à devenir un homme ou une femme. Mais ce besoin-là, qui est essentiel, ce besoin physiologique, qui est le rapport sexuel, qui est, comme je dis, qui est la conversation qu'on a avec son partenaire, personne ne peut tabler, en fait, parce que finalement, personne ne peut venir vous dire exactement ce qu'il vous faut faire, parce que chaque individu étant unique, c'est à vous, une fois que vous vous retrouvez en face de l'autre, de poser les questions, d'aller à la connaissance de l'autre. Mais déjà, il faut que la société vous autorise, vous dise que c'est tout à fait normal de se poser des questions et d'aller à la rencontre de l'autre. Mais dans ce cas, la société ne nous le dit pas. Donc, beaucoup de femmes ont ce rapport à leur corps et à la sexualité qui est exactement le même que celui de Liliane. Et c'est justement de mes conversations avec elle que j'ai ressenti le besoin, je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet et j'ai ressenti le besoin d'écrire l'amant de son roman qui vient justement adresser cette problématique. C'est vrai que ces croyances religieuses aussi n'arrangent pas les choses. Hein. Comme, ce qui est marrant, que j'ai trouvé aussi très bien dans le livre, c'est l'humour qu'il y a dedans par rapport à ce qui se passe un peu dans les églises, où on voit un couple, on voit un couple, pasteur et sa femme, on pense que tout est parfait, tout ça, les autres aussi dans les églises, où on pense qu'on peut vraiment facilement trouver de l'aide, parce qu'à un moment, elle se retrouve complètement isolée, elle ne sait pas à qui confier son problème, et surtout à qui faire confiance. Parce qu'au sein même des églises, il existe, comme vous le dites, le club des congosseuses. Tout à fait. Du coup, impossible pour elle de se confier à qui que ce soit, et encore moins de se plaindre. Exactement. C'est vraiment marrant. C'est comme quoi être la first lady. Voilà, ça m'a fait dire la first lady. Tu es la first lady, joue ton rôle jusqu'au bout, et tu en fait, ce que la société lui dit, tu es fille et femme de pasteur, tu es chanceuse, tu as un bon mari, tu as des enfants. En fait,
Que veux-tu de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Le problème avec la société, c'est que les gens sont beaucoup plus occupés à cocher des cases. C'est comme s'il y avait une recette du bonheur. On vous dit, tu es marié, tu as des enfants, de quoi te plains-tu? Mais le bonheur, c'est une recette personnelle. Et comme je dis souvent, je ne cesserai de le répéter, n'enviez pas le bonheur des autres, vous ne savez rien des arrangements qu'ils ont pour dormir. C'est ça, c'est exactement ça. Et alors, l'amant en question, l'amant de Sangomar, son prénom, c'est pas Fall, c'est Mokhtar. Oui, Mokhtar, c'est un personnage très intéressant. Vraiment, il est bien imaginé. Il est bien imaginé parce que c'est pas un personnage typique comme ça, simple. Non, il y a plusieurs facettes en lui. C'est ce que j'ai vraiment aimé. Il y a plusieurs facettes en lui et c'est très intéressant. Il y a un sujet aussi, il y a un thème aussi qu'on devrait aborder, c'est la polygamie. Voilà. Donc, pour parler de Mokhtar, alors, on voit ce jeune homme, d'apparence, je dirais, moderne, hein? Et au moment où il explique qu'il est polygame, tout de suite, voilà, c'est chance de chaque oh là là, la polygamie. Finalement, ce qu'il dit fait réfléchir. Vous voyez, ce qu'il dit fait réfléchir. Parce que vous avez forcément une raison quand vous avez imaginé ce personnage. Et par rapport à la polygamie, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, Mokhtar représente la masculinité dans tout ce qu'elle a de plus excessif, c'est-à-dire qu'il est musulman, et il est musulman et polygame. Et pour quelqu'un comme Christiane, qui est fille et femme de pasteur, elle est chrétienne, c'est vraiment la pire des personnes qu'elle aurait pu choisir pour partenaire. Mais pourtant, elle va le choisir parce qu'à un moment donné, chacun va aller au-delà des clichés, de tout ce qu'on peut, des conceptions qu'on peut avoir sur autrui, et puis ils vont finalement trouver un terrain où ils vont pouvoir s'entendre. Donc Mokhtar représente ça. Ce que j'ai voulu faire en lui, c'est que je voulais également déconstruire le personnage masculin en montrant que nous, dans notre rôle, nous avons aussi nos faiblesses. Et malgré tout ce que Mokhtar représente, c'est également un homme désabusé. Sa rencontre avec Liliane vient également réveiller chez lui certains sentiments, ces sentiments refoulés. Et donc c'est une rencontre en fait de deux personnes qui sont meurtries, blessées, et qui, au-delà des apparences, ont besoin de communiquer autrement que ce qu'ils font dans leur quotidien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et Liliane elle-même, quand elle apprend, elle se dit il est polygame tout de suite, parce que la polygamie, on imagine que, bon, on va venir un peu sur le thème de féminisme, hein, tu sais, le féminisme ci, le féminisme ça, mais moi, l'idée qu'il a donnée Mokhtar, je me suis assise en disant, mais c'est vrai qu'on a une idée souvent péjorative des personnes polygames, ou plutôt des femmes qui sont dans des mariages polygamiques. On a tendance à oublier que c'est aussi des femmes intellectuelles. Parce que Liliane elle-même, tout de suite, elle avait déjà une idée, des préjugés, des clichés, si je peux dire, parce qu'elle lui pose la question, vos épouses sont des femmes au foyer? Parce que c'est ça. C'est les clichés qu'on a quand on apprend qu'une femme est dans un mariage polygamique, tout ça, on imagine que. Mais en réfléchissant, avec tout ce que je lis comme document, dans tout, en fait, il y a des pour et des contre. Il y a des femmes qui sont contre la polygamie et il y a des femmes qui sont pour la polygamie, et chacune a ses raisons. Finalement, chacune a ses raisons. Voilà. Moi, je suis pour le respect de choses autant que c'est un choix personnel. Une femme qui a été poussée dans la polygamie, forcée à la polygamie et qui le vit mal, non, bien sûr que non. Mais dès le moment où c'est quelque chose de pensé, assumé, choisi, pourquoi leur refuser la raison simplement parce qu'elles ont fait un choix qui est différent? Il y a énormément de femmes mariées à la polygamie qui sont des femmes des intellectuelles, elles savent ce qu'elles sont en train de faire. Elles trouvent un avantage à être mariées à la polygamie, que ce soit sur le plan social, structurel et traditionnel. Et donc, pourquoi est-ce que parce que nous n'avons pas la même vision, on va leur refuser
l'état d'esprit, la sanité d'état d'esprit pour dire que non, forcément, elles ont été lobotomisées, enfin, elles sont, alors qu'elles sont bien conscientes de ce qu'elles sont en train de faire, et je crois qu'il nous faut simplement le respecter. Tout à fait, parce que Liliane, je me suis mise dans la peau de Liliane, cette femme de pasteur qui arrive, voilà, elle arrive de Libreville, elle tombe sur cet homme musulman qui dit qu'il est polygame. Elle imagine que ces deux femmes polygames sont femmes au foyer, je ne sais pas, analphabètes. Et quand elle pose la question, et qui lui dit, une est juriste, hein, voilà, elle est maître de conférence à l'université tchèque Antaliop, et la deuxième est journaliste. Alors là, ça change tout. Elle tombe de haut. Elle tombe de haut. Quelque part, je me suis dit, c'est peut-être ce qu'il y a provoqué cette attirance qu'elle a finalement eue envers Mokhtar. C'est un ensemble de choses qui a provoqué cette attirance. C'est le rapport donc qu'il a aux femmes, c'est sa propre histoire, c'est l'histoire de Mokhtar, c'est l'environnement, beaucoup de choses ont permis à Liliane de franchir le cap de l'adultère. Mais j'ai envie de dire, mais tout ça, c'était finalement nécessaire pour qu'elle puisse se retrouver. Tout à fait, c'est ça. Comme je dis, parfois il faut se perdre. Et bien, parfois il faut se perdre pour pouvoir se retrouver. C'est ça, se retrouver. Elle a réussi à sortir de sa zone de confort. Elle a réussi à sortir de sa zone de confort. Elle a réussi à avoir une conversation avec elle-même, très importante. Elle a réussi à comprendre que sa relation avec son mari nécessitait un dialogue profond, et pour si elle voulait continuer avec lui, il fallait effectivement que les choses, faire table rase et discuter correctement de tout ce qui devait suivre après cette histoire. Il y a aussi ce problème de mariage arrangé qui ressort. Les mariages arrangés, voilà, ça aussi, du côté de Mokhtar, oui, du côté de Mokhtar, voilà. Les mariages arrangés par rapport au caste aussi, des fois. Par rapport au caste, on découvre... Au caste, exactement. Ce qu'on découvre, c'est que ce sont finalement deux personnes. Liliane épouse Fiacre, parce que Liliane, quand elle se marie, elle ne s'est jamais vraiment posé la question de ce qu'elle attend de la vie, de ce qu'elle veut en tant que femme. Elle est fille de pasteur, elle a grandi dans cet environnement-là, c'est l'aînée de la famille. Elle navigue dans cet univers depuis toujours, et elle rencontre donc Fiacre dans le cadre de... Et les parents voient en Fiacre... un gendre idéal. Donc, en fait, elle suit le mouvement. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas son mari. Mais si elle avait, dans d'autres circonstances, si elle avait pu faire un autre choix, elle aurait probablement fait. Parce qu'à un moment, justement, quand elle rencontre Mokhtar, elle fait un voyage, la rétrospective de ce qu'ont été ses années de mariage, et elle réalise que Fiacre était un bon parti, mais ça, c'était un bon parti dans le sens où la société occupée justement à cocher des cases. C'était un bon parti, c'était un pasteur en devenir, un jeune pasteur, et il avait l'avenir devant lui, donc pourquoi pas? Et ce n'était pas faux de penser ainsi, mais elle ne s'est jamais vraiment posé des questions sur ce qu'elle attendait. Elle avait des rêves, il n'y a pas eu de communication, et justement quand elle entre dans le mariage, la déception est énorme parce qu'elle se rend compte que sur le plan dans le domaine du département sexuel, Fiacre n'est pas là, il est absent. Et elle vit donc pendant 15 années à côté d'elle-même, sans émotion aucune, et elle ne sait à quel sens se vouer jusqu'à ce qu'elle rencontre Mokhtar. En sortant de là, quand même, on reste sur une question, se pose la question en général, l'infidélité peut avoir des conséquences, mais est-ce que c'est bien d'avouer ou ne pas avouer? C'est ça en fait. Ça, c'est à chacun finalement de voir et de réfléchir à ce problème. Parce qu'on dit, dans un couple, voilà, il faut que tout soit clair, il faut discuter, il faut l'honnêteté, il faut... Dans des cas d'infidélité, est-ce que il faut vraiment à tout prix pour être honnête dans son ménage? Est-ce qu'il faut vraiment à tout prix? On dit souvent que c'est l'honnêteté qui paye, mais il y a des choses qu'il faut savoir garder par devers soi, je pense, dans la vie. Mais dans le cas de l'infidélité masculine, les femmes supportent mieux l'infidélité de leurs époux. C'est-à-dire qu'elles ont une capacité à
à encaisser les coups et à guérir de ce que certains hommes sont capables de leur faire. Mais le contraire est très mal toléré. Je vous disais au départ que nous sommes une société phallique. Le rôle de la femme est déterminé. La femme est le personnage. La femme les femmes doivent être vertueuses. Ce sont les gardiennes de la maison. Ce sont les gardiennes de la tradition. C'est elles qui mettent les enfants au monde. Et on n'admet pas on n'admet pas qu'elles aient des écarts. Quand une femme a un écart, c'est vraiment, la société le vit très mal. Et les hommes ne sont pas prêts à pardonner une femme adultère. Donc, beaucoup de femmes adultères ont donc bien conscience de cela. Et quand elles deviennent adultères, elles ne le partagent pas à leur mari parce qu'elles savent que c'est possiblement la fin d'une relation. Surtout que certaines deviennent adultères, pas par plaisir, mais comme dans le cas de Liliane, parce qu'il y a justement un manque. Et ce manque, elles vont le chercher ailleurs. Mais nous, on ne raisonne, on ne le voit pas, on ne le comprend pas, on ne l'entend pas. C'est ça, on ne l'entend pas. Et si on questionne des femmes qui, pour la plupart, elles vont dire « je me suis sentie, je ne me sentais plus femme, je ne me sentais plus moi-même, il me délaisse, il ne me rassure pas. Et surtout, très souvent, s'il y a une autre femme qu'il va honorer, et donc, la femme est là, seule, dans son statut d'épouse, mais elle a également des besoins, elle a des envies, et si son mari n'est plus capable, ça peut la pousser. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes le font, mais dans une circonstance où, comme Liliane se rend à Dakar, elle est loin de Libreville, et puis elle a ce monsieur qui lui plaît, parce que faut pas qu'on se voile la face. Les femmes regardent les hommes comme nous on regarde les femmes, c'est juste qu'elles sont éduquées pour ne pas franchir le pas. Quand on nous dit, bon, c'est toujours possible. Je dis souvent que, si dans le cadre, par exemple, du travail, vous avez un homme, une femme, qui sort avec son patron, même si elle est émérite, même si elle est professionnelle, tout ce que vous voulez, et qu'elle gravit les échelons de la société, cette relation qu'elle a avec son patron, les gens diront toujours que c'est à cause de ça. On oubliera très facilement qu'elle a des diplômes, qu'elle est compétente, mais on dira, c'est cette femme aux mœurs légères, on doit sa réussite au patron. Si c'est le contraire, un homme qui sort avec la patronne, les gens l'applaudiront et disent, ah, ça c'est le gars est fort, il a réussi à avoir sa patronne. Et le crédit ce ne sera pas la même chose. Donc, c'est une société d'un poids, deux mesures. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, effectivement, ne sont pas les mêmes. Hein, ne sont pas les mêmes. Regardez, si on prend l'exemple de l'autre cas que vous avez cité dans le roman, c'est Sandra Duvassa qui... Voilà, Sarah Divasa, regardez, dans son cas, c'est pareil. C'est la raison pour laquelle je pense effectivement que la femme doit vraiment faire attention, très attention. Parce que l'homme se permet des choses que la femme ne peut pas. C'est ça. La femme, elle est plus pudique, voilà, elle fait très attention, mais l'homme non, parce que Sarah Divasa, regardez ce qui lui arrive. Elle tente un truc et puis tout lui retombe sur le texte. C'est vraiment triste comme histoire, hein, dans ce cas. Mais ça, c'est parce que, comme je dis, c'est à cause du rôle, et malheureusement, c'est le rôle que la femme occupe. Et c'est valable, hein, c'est valable dans toutes les personnes qui se retrouvent en situation qui sont, on va dire, je mets entre guillemets, minoritaires. C'est un peu le rapport ici dans les sociétés aux États-Unis, par exemple. L'homme noir, moi, en tant qu'homme noir, je dois me repenser à chaque fois que je veux faire quelque chose parce que je suis bien conscient que je n'ai pas la perception qu'a l'homme blanc sur moi, ce n'est pas la même chose la société dans laquelle je vis sur moi. Si je ne vais pas, je m'habille d'une certaine façon quand je vais à la banque. Il y a beaucoup de choses. Et c'est la même chose un peu pour la femme dans son rapport avec l'homme, dans son rapport avec la société dans laquelle elle vit. Elle sait que les regards sur elle seront beaucoup plus sévères si elle fait certaines choses. Que si c'est l'homme qui les faisait. La preuve, c'est elle qui a coupé tous les pots cassés. Hein. L'homme... Voilà. Donc, à aucun moment pour Sarah Divasa, personne ne se pose la question qu'est-ce qui s'est passé avec son mari pourquoi est-ce qu'elle a pris un amant? Non, mais c'est juste que, bon, il y a également la dimension, c'est vrai, la dimension que tout ça, il y a eu un film, une vidéo qui a été diffusée sur le net. Donc ça complique encore la chose. Déjà... Donc, il y a tout ça qui a rendu pour sa situation pénible et qui a fait que les choses s'emboîtent comme elles se sont emboîtées. Mais même dans un cas où il n'y a pas de vidéo ou de photo, ça reste que c'est quelque chose de très difficile. Quelquefois, si vous ajoutez Internet dessus et des photos d'une femme, c'est la femme. Oui, c'est la raison. C'est ça. C'est la raison pour laquelle je pense que la femme doit faire attention. Et l'histoire de féminisme et tout, faisons vraiment attention. Une femme doit faire attention parce que sa réputation est vite mise en péril. Parce que ce gars ayant filmé, il n'a même pas été puni.
Parce que le récit, c'est vraiment le reflet de la réalité. Parce que quand ça arrive, la personne qui a filmé, hein, qui est censée être l'amant et qui doit avoir du respect pour sa partenaire, sachant en plus qu'elle est mariée, qu'elle est dans une église, il n'a pas pensé à ça. Il a fait comme il a fait et puis c'est elle qui a écopé les pots cassés et le mec il s'en sort, voilà, on n'en parle pas. Hein. Il y a eu plein de scandales de cette nature, hein, que ce soit en Afrique ou en Europe, mais c'est toujours la femme qui paye les pots cassés. Qui paye les pots cassés. Parce que tout le monde n'est pas la Kim Kardashian. Hein. Kim Kardashian, elle est devenue célèbre justement en faisant ça. C'est elle qui aurait même convaincu le gars de le vendre la cassette. Parce que c'est sorti récemment. Hein. Oui. On pensait que c'est le gars qui avait vendu la cassette, mais c'est sorti récemment que c'est la mère de Kim Kardashian qui a dit à sa fille de prendre la cassette chez son petit boyfriend et de vendre le machin. Et elle est devenue célèbre. Donc le gars maintenant il veut porter plainte parce que lui il gagne rien là-dedans. Mais c'est rare. C'est pour dire aux femmes vraiment il faut vraiment faire attention à défaut d'être vénale comme des gens comme les Kardashian. Mais bon, dans le cas de Liliane, elle est une femme mariée, donc quel intérêt effectivement son amant a eu à la filmer et sortir la cassette. La raison pour laquelle... Parce que là on a l'impression que c'est l'amant de Liliane qui est... On est en train de parler de la Sarah, la dame de l'église, la Sarah, voilà. Oui. L'infidélité qui a mal tourné. Qui a mal tourné. Voilà, c'est ça. C'est en fait, voilà, j'ai voulu présenter un cas où ça se passe très mal et un cas où il peut y avoir une porte de sortie, j'ai envie de dire, honorable. Il y a eu un accident de parcours, puis après, quand les gens arrivent à communiquer, parce que c'est ce qui arrive, elle arrive à communiquer un peu avec son mari, et puis ils trouvent... Donc, il y a des possibilités d'un terrain d'entente. Ça, c'est une infidélité qui a très, très mal tourné. Vraiment, lisez le livre, vous comprendrez pourquoi je dis que l'infidélité a très mal tourné, parce qu'il y a des répercussions, mais vraiment... Dramatiques. Il ne faut pas... Vraiment pas. Maintenant, dans le cas du protagoniste principal, donc Liliane, cette infidélité, effectivement, qui l'a plutôt aidé à sortir de sa zone de confort, à se retrouver, à avoir, comme vous dites, une conversation, à arriver à découvrir sa sexualité, savoir que cette sexualité est une conversation possible, comme vous le dites si bien dans le livre. Mais quand même, elle est femme de pasteur. Donc, quand on est femme de pasteur, on pense à l'honnêteté, la communication avec le mari et tout. C'est au lecteur de découvrir qu'est-ce qui se passe après. Est-ce qu'elle va le dire à son mari? Est-ce qu'ils vont arriver à sauver leur couple? Mesdames et messieurs, c'est à vous que je pose la question. Lisez le livre, découvrez ce qui va se passer. Cette femme de pasteur qui, en se cherchant un moment dans sa vie, n'en pouvait plus, tombe sur quelqu'un qui l'aide à se découvrir, à découvrir qu'elle est une femme et pas une poupée de salon, à orner la maison. Elle vit cette aventure. Quand elle repart, pensez-vous qu'elle avoue son infidélité à son mari qui est pasteur et qu'on peut juger en étant pasteur, il peut comprendre et pardonner en étant pasteur. Donc, lisez le livre, vous allez découvrir ce qui se passe. Voilà. Est-ce que le couple est sauvé? Voilà. Tout à fait. C'est un roman qui est venu pour dire, bousculer, je vous parle de ça parce que moi-même ça m'a beaucoup ému. J'ai reçu un appel, je ne vais pas dire un appel, hein, ce n'est pas anonyme parce que la personne a utilisé un nom d'emprunt, mais ce qu'elle m'a dit après avoir lu ce roman, c'est elle m'a juste, voilà le terme qu'elle a utilisé, c'était l'épouse d'un homme de Dieu. Et après avoir lu le roman, elle m'a appelé, elle a cherché à rentrer en contact avec moi, ce qu'elle a réussi à faire, pour me dire que après avoir lu le roman, c'est son histoire, c'est exactement ce qu'elle vit avec son mari. Elle s'est confiée à moi. En réalité, je crois que cette femme, comme Liliane dans le roman, avait besoin de parler. Et ce roman lui a permis d'évacuer. Elle a cherché à avoir mon contact. Et elle m'a expliqué un certain nombre de choses qui ressemblent étrangement à ce que je décris dans le roman. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas juste... C'est un sujet qui est important. Voilà comment quelqu'un sort de l'ombre pour pouvoir venir s'épancher sur un problème que moi j'ai imaginé entre les quatre murs, mais c'est vraiment quelque chose qu'elle vit. Et donc je crois que ce que je voudrais avec ce roman, c'est que finalement chacun se repense dans son rôle, et les hommes et certaines femmes, les hommes surtout, parce que nous on pense finalement, beaucoup d'hommes pensent que ne pensent pas à la sexualité féminine, c'est notre sexualité qui est importante. Et l'homme a ce rapport avec lui-même, comme je dis souvent, l'érection ne fait pas l'amant.
il faut être un bon amant. Pour être un bon amant, ça demande autre chose qu'une érection. Ça demande beaucoup de... Voilà. Ah oui, il y a ça, il faut lire le livre, hein, parce que vraiment on a des cours de tout là. Hein. On a des cours, je dirais, hein, en gros sur la sexualité, hein, en tant que tel, ça nous informe. Voilà, j'ai découvert des choses, il faut vraiment le lire. C'est intéressant. Et puis, rien qu'aux adultes, hein, c'est réservé, ce livre est réservé aux adultes. Parce que, oui, parce qu'on découvre des choses. Moi, je trouve que c'est bien passé, c'est instructif. Vous savez, c'est des choses très instructives. Et que même en tant qu'adulte, des choses que je ne connaissais pas, que je découvre là-dedans, et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Très intéressant, comme qu'on en apprend toujours. Quand j'ai pris ma plume pour écrire ce roman, c'était l'idée d'aller à la rencontre de chacun et d'apporter quelque chose. Je voulais que ce roman ait une charge thérapeutique. Je ne suis pas psychologue clinicien, mais ce que je sais de la vie en tant qu'adulte, en tant qu'acteur, m'a permis de pouvoir écrire ce roman, et surtout avec les retours, les conversations que j'ai, tant avec les hommes que les femmes, permis de rendre tout ceci dans l'amant de Sangomar. Ouais. C'est super. Alors, comment dire, la petite cerise sur le gâteau quand même, on va parler des bin-bin. Des bin-bin. Oui, parce que j'ai plein d'amis qui ne sont pas africaines qui disent, mais à quoi ça sert? À quoi c'est? Alors souvent, pour leur expliquer, je dis, bon, les bin-bin, et la majorité des pays africains, on sait qu'une femme, effectivement, c'est quoi? C'est un secret de beauté, en gros. C'est un secret de beauté ancestral. Surtout au Sénégal, au Mali. Au Sénégal, on les appelle les bin-bin. Au Mali et en Guinée, ça s'appelle baya. On appelle ça baya. Ces perles, voilà, que l'on met autour de la taille. Voilà, en français, on dit les chaînes de taille. Parce que maintenant, quand on veut les commander, on Google, enfin, on va sur Amazon, on met chaînes de taille et on peut les trouver. Ou sur des magasins spécialisés. Donc, mais le mot, c'est plus l'appellation sénégalaise bin-bin. Au Congo aussi, ça existe, ça s'appelle zigida. Ça s'appelle zigida au Congo. Au Niger, ça s'appelle tchakia. Voilà. Donc, au Gabon, il n'y a pas d'appellation, on dit bin-bin parce que c'est plus, on sait que c'est plus Sénégal. Mais en gros, donc j'informe les personnes, peut-être d'autres africaines, qui ne savent pas, ou des personnes non africaines qui se demandent tout juste ce que c'est. Les bin-bin, c'est bien ça. C'est un secret de beauté ancestrale, hein, utilisé. On a une arme de séduction. C'est une arme de séduction. Voilà, c'est un accessoire de séduction. Exactement. Les femmes africaines, en général, on dit, oh, elles savent tenir leurs hommes, voilà, par le bout de leur bin-bin. C'est une phrase, on dit, oh là là, les femmes africaines, elles savent tenir leurs hommes par le bout de leur bin-bin. C'est-à-dire ces perles, voilà, juste parce que les perles elles sont bien, elles sont des couleurs vives, chatoyantes, qu'on met bien autour de la taille. Au départ, quand on regarde un petit peu, on disait au départ que c'était fait pour façonner la cambrure. Hein? Ou alors dans d'autres sociétés aussi en Afrique, on disait que c'était fait pour soigner. Parce que dans les perles, on pouvait mettre des médicaments, des feuilles, voilà, et puis on le mettait pour soigner, soit une femme enceinte, voilà, ou soigner, quelqu'un avait une maladie, on soignait avec des plantes, donc on mettait des bouts dans les perles, et puis il fallait les attacher autour de la taille. Mais maintenant, c'est devenu plus une arme de séduction, hein, parce qu'effectivement, il y a des hommes qui aiment bien voir ces bin-bin. Je pense que ça existait dans les deux, ce n'est même pas que c'est devenu, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement, comme vous dites, des ceintures de taille à usage thérapeutique, et puis d'un autre côté, il y avait des ceintures à usage érotique. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Oui, c'est plutôt les deux. C'est ça, pour orner la taille, voilà, façonner la cambrure. Certains disaient même ça transmet un message, tout ça, et que... L'agréable bruit des cliquetis pendant les ébats. Oui. Et puis, ce qui est marrant dans le livre, de toute façon, on dit souvent, c'est les bin-bin, j'aime bien des couleurs vives, chatoyantes, tout ça, mais vous avez parlé des arborescentes, c'est ça? Phosphorescentes, voilà, phosphorescentes. C'est pas mal aussi, hein? C'est super. La particularité du voilà. Oui, parce que elle brille dans le noir. Dans le noir, oui. Voilà. C'est vraiment super. On découvre vraiment, et ça fait donc partie des secrets d'armes de séduction que découvre Liliane. Liliane qui...
Elle n'est pas très à l'aise avec ça, mais à un moment... Oui, c'est ça. Elle n'est pas très à l'aise. Ça ne fait pas, non seulement ça ne fait pas partir de sa culture, mais elle les essaye dans un cadre illicite, illégal. Donc elle a vraiment l'impression en faisant ça de se perdre, parce que le rapport qu'elle a justement avec cette arme de séduction, pour elle, c'est lié à pratiquement la prostitution, parce que quand les femmes qu'elle connaît qui portent ces choses, ce n'est pas forcément, elle ne les regarde pas de la même façon que on les regarde au Sénégal, non? Oui, parce que c'est ça, c'est culturel. Parce qu'une Sénégalaise ou une Malienne guinéenne, c'est normal. Voilà. C'est naturel d'avoir les bin-bin. Parce que dès la tendre enfance, voilà, on leur met les bin-bin, donc c'est effectivement, c'est tout à fait naturel. Mais j'ai effectivement remarqué que ça devient de plus en plus à la mode. Voilà, parce qu'on sait que c'est bien, c'est esthétique, c'est comme quand on met une chaînette au cou, voilà. On peut porter des bin-bin. Mais ça, c'est parce que le rapport, et le livre vient le confirmer, parce que le rapport à la sexualité change chez les femmes. Beaucoup de femmes osent. Donc, ce qui était caché commence à trouver les chemins vers la lumière, et puis il y a une forme d'expression qui est en train de s'établir, et j'espère que ce sera pour le meilleur. Ben ouais. Oui. Dans tout, c'est pas l'abus qu'on demande, vous voyez, mais entre un couple quand même, c'est ça, pour l'épanouissement du couple, effectivement, la conversation, c'est sur tous les points. C'est sur tous les points. Moi je crois que dès le moment où on se met en couple, déjà il faut se poser des questions essentielles par rapport à ce qu'on attend, il faut pouvoir le communiquer à l'autre, de manière à ce qu'on soit, comme sur les autres plans, on soit en harmonie, on ait la même vision du couple, la même vision dans le département du sexe. On ne peut pas, là c'est fondamental, si ça ne va pas là, ça va poser un problème au couple. Oui. Alors, je vais lire un passage que j'ai très bien aimé, qui de toute façon résume le livre. Parce que souvent, en gros, quand on regarde le livre, on voit le titre « L'amant de Sangomar ». C'est bien expliqué dans le livre, de toute façon, parce que Mokhtar explique bien, effectivement, Sangomar. C'est sa région, d'où il vient, ce qui se passe, c'est l'île ou c'est la pointe, tout ça on ne sait pas, mais je vais donc lire ce petit paragraphe qui est bien fait, parce que ça explique en gros ce que c'est que Sangomar. Vous dites ici, parce qu'il explique à Liliane, d'où il vient. Vous avez dit qu'il est quoi? C'est la région de Sérère. Alors, il lui dit, la pointe de Sangomar est une avancée de terre dans la mer. Elle ressemble à une flèche qui descend vers le sud. Alors, pour la petite histoire, il existe aujourd'hui un bout de terre qui est devenu l'île de Sangomar, lorsqu'il s'est séparé de la pointe de Sangomar à cause des vagues successives d'érosion. Du coup, il y a l'île et la pointe. Au départ, c'était la pointe. Voilà, maintenant c'est devenu cette petite île quand il y a eu séparation de la pointe, voilà, à cause des vagues successives d'érosion. On parle de 4 à 6 km à franchir en pirogue entre l'île et le continent aujourd'hui. De nombreux Sénégalais ont eux-mêmes les réponses assez confuses lorsqu'on leur pose des questions sur l'île et la pointe de Sangomar. J'ai trouvé ça très bien parce que tout au long du récit, je me posais vraiment la question moi aussi. Sangomar, c'est où? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et puis j'ai aimé l'explication dans ce paragraphe. Il y en a qui ignorent que ce qui est aujourd'hui l'île faisait partie de la pointe de Sangomar. La pointe est toujours habitée. L'île de Sangomar, en revanche, est inhabitée. Inhabitée des hommes, mais la légende dit qu'elle est le domicile des esprits. C'est ça. Donc, c'est l'île. L'île est inhabitée. La pointe a toujours été habitée. La pointe est toujours habitée. Et quand elle s'est... quand elle s'est séparée. Mais ça, c'est parce que, justement, quand j'écrivais le roman, mais déjà, pourquoi Sangomar? C'est un nom qui a résonné en moi la première fois que je l'ai entendu. Je crois que j'étais adolescent et le président sénégalais avait fait une visite officielle à Libreville. Comme je suis passionné d'avion, il est venu avec un Boeing 727. Et juste, vous savez, les avions portent des noms et près de la porte, il y avait écrit la pointe de Sangomar. Ce nom est resté dans ma tête. J'ai dit, waouh, c'est joli ça, c'est Sangomar. Ça fait guerrier, ça fait noble. Et le nom est resté dans ma tête. Et avec Internet un peu plus tard, donc j'ai fait des recherches pour savoir où se trouvait Sangomar. Et donc, comme vous l'avez expliqué, c'est une pointe. Et quand donc j'ai écrit le roman L'amant,
parce que justement par rapport au personnage de Liliane, il fallait que son infidélité se passe à l'extérieur du pays, justement. Donc elle s'est rendue au Sénégal. J'ai choisi le Sénégal sans même penser à Sangomar. Et puis après, je me suis dit, mais quel nom je vais, quel titre je vais. Et puis, Sangomar. Pourquoi ne pas honorer ce nom qui m'a toujours plu. Et puis voilà comment j'ai actualisé les recherches. Et là, il fallait que je sois le plus précis possible parce qu'il n'a jamais été à Sangomar. Donc, des recherches que j'ai faites sur Internet, j'ai parlé avec des amis sénégalais et je me suis rendu compte que beaucoup étaient confus, ne savaient même pas que il y avait une différence entre l'île de Sangomar et la pointe de Sangomar qui est toujours habitée. Donc ça, c'était vraiment enrichissant. Ah oui, très enrichissant. En tout cas, tout au long du livre, c'est enrichissant. Comme je dis, les scènes, les informations, tout ce qui est, voilà, intimité, sexualité, tout ça, c'est très important. C'est pas du pipeau, c'est vraiment important, c'est réel. Vous voyez? C'est réel. Parce que moi, je découvre, par exemple, les femmes fontaines. Je le découvre, moi, dans le livre. Vous voyez? Donc, oui, je le découvre dans le livre. Donc, c'est dire, c'est vraiment... les informations sont très, très, très édifiantes. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment un livre pour adultes. Hein, parce que comme je dis, il n'y a aucune vulgarité. Je ne suis pas vulgaire dans mes propos. Mais j'utilise un langage... j'appelle un chien. Voilà. Donc, c'est un langage. Les descriptions ne s'encombrent d'aucun tabou ou quoi que ce soit. Non, on y va. Parce que c'est pour un public adulte et averti. Donc, il faut appeler les choses par leur nom, justement, pour que les adultes se reconnaissent. Et c'est ça. Parce que vraiment, les adultes, forcément, le lecteur se reconnaît là-dedans. C'est un film d'adulte. Le lecteur se reconnaît forcément. Et puis, on a aussi la recette du tchèboudjen, qui est bien décrite. Elle est bien décrite, la recette. Hein? Alors, expliquez-nous, vous savez faire du tchèboudjen ou bien? Waouh! Ah ouais, elle est bien décrite, la recette du tchèboudjen. Hein? On lit, on a envie de manger le tchèboudjen là-dessus. J'ai créé ce moment parce que le partage de recettes, la cuisine, c'est aussi une autre façon de communier, même pas communiquer, mais de communier avec autrui. Donc, comme Mokhtar, dans cette cuisine, lui prépare un tchèboudjen et que lui communique la recette, c'est beaucoup plus que la recette, c'est vraiment un moment entre eux, un moment fort, un moment de communication, de transmission. Et chacun, Liliane reçoit beaucoup de ce moment. C'est vrai. Elle reçoit énormément de ce moment. C'est comme une espèce de... C'est une autre forme de rapport. De rapport intime. C'est ça. Et le fait d'avoir justement écrit, imaginé ce moment, même au lecteur, ça nous donne, on ne peut que trouver ce personnage de Mokhtar, malgré le fait qu'il soit polygame, on ne peut que le trouver attrayant, attirant, et qu'il y a forcément une flamme en lui qui fasse qu'elle soit attirée par oui. Mais c'est d'ailleurs l'objet de ce roman, c'est-à-dire on arrive au départ, en première rencontre au restaurant, on voit ce monsieur et on se dit, la première conversation, on a une image bien précise de lui, il est musulman, c'est un coureur, il essaye et puis au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que c'est un monsieur qui a ses faiblesses, qui a sa fragilité, et qui lui aussi a des choses à revendiquer dans son mariage, dans sa vie personnelle, dans son intimité. Et donc en même temps, il lui dit d'ailleurs à un moment dans le roman, j'avais besoin autant de cette rencontre, peut-être j'avais besoin autant de cette rencontre que vous, mais seulement, elle ne peut pas se l'imaginer parce qu'elle se dit, il a le beau rôle, c'est un homme, il est polygame, donc elle ne questionne à aucun moment, Liliane, et n'importe quelle autre femme le ferait, ne questionne la possibilité que ce monsieur aussi peut avoir des choses à défendre, des blessures, il peut venir aussi de quelque part. Ou subir le poids de sa société à lui aussi. Subir le poids de sa société à lui. Parce que d'emblée, si on dit qu'un homme est polygame, c'est... Quand il est polygame, il aime ça, mais c'est sûr, mais là, il vit vraiment la luxure. Voilà, on ne peut pas penser un moment qu'il vit très mal sa polygamie, qu'il ne l'assume pas et qu'il a besoin d'autre chose, mais que, comme Liliane, lui également est pris dans une société où il n'a pas le droit d'être autre chose que d'être ce polygame-là, alors que lui, il aspire à un autre modèle. C'est ça. Le problème n'est même pas qu'il est polygame. La chose la plus difficile peut-être pour Mokhtar, c'est d'être polygame et de n'avoir pas rencontré son âme sœur. Oui, c'est ça. Parce qu'on revient à ces histoires de mariage arrangé.
Voilà. Mariage arrangé, et ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais vraiment, le scénario est tellement bien fait, vraiment bien fait. Le lecteur est en haleine. Voilà, il veut découvrir, là, voilà, c'est tellement passionnant. Voilà, c'est passionnant, on lit, et puis la fin, moi c'est super. Comme je répète aux lecteurs qui nous regardent, lisez-le, vraiment, la fin, comme je dis, cette femme de pasteur, voici le problème qui se pose, elle est une femme, elle va se découvrir, elle a cette aventure, le dit-elle à son mari, est-ce bien de souvent dire, voilà, que on a été infidèle, et qu'est-ce qui arrive, en fait? Est-ce qu'ils arrivent à se rabibocher? Est-ce que le couple arrive à, voilà, à... Est-ce que le couple se sépare ou est-ce qu'ils arrivent à conforter leur union? Leur union, voilà. C'est à lire. Il est vraiment à lire. Vous allez découvrir parce que chacun, avant même la fin du livre, se fait déjà son petit scénario. Oui, c'est ça. Forcément, à la fin, parce qu'on est tellement là-dedans, on est tellement dans l'action de ce que Liliane vit, de tout ça. Donc, on se fait son petit scénario et puis la fin, voilà. Et tout simplement bien. Tout simplement bien. En disant, bon, c'est super, si je n'ai pas pensé au même scénario, mais c'est super, ça passe aussi. Et puis, si vous pensez au même scénario que l'auteur, ben, c'est tout super. Juste que vous dire que le livre fait vibrer. Ce récit fait vibrer. Il faut vraiment le lire. Il faut le lire. Et puis on découvre le magasin qui existe, le magasin de Madame Annie Ouattara, le Djarabi. Djarabi Petite Chérie à Dakar. Ça existe. Ça existe. Annie Ouattara est un personnage tout à fait réel. C'est une amie, c'est une de mes amies. Et donc j'aime beaucoup son magasin, j'aime beaucoup les collections qu'elle représente. Et donc de la même façon que j'ai aimé la pointe de Sangomar, je me suis dit pourquoi ne pas l'entraîner dans mon roman. Je l'ai appelé et je lui ai demandé l'autorisation de la cité de nommer son magasin. Elle m'a dit vas-y, avec plaisir. Ah, mais donc c'est super. Vraiment, elle a des articles de qualité. Ah, ça c'est super. J'ai été à Dakar il y a peut-être 2 ans. Alors le jour où je repars à Dakar, je fais un tour donc à Djarabi Petite Chérie pour me trouver des bin-bin. Voilà. Vraiment, merci à vous, Monsieur Afen. Merci à vous, comme toujours. C'est tellement un plaisir de vous lire. Rappelez où trouver ce roman, L'amant de Sangomar. L'amant de Sangomar est disponible sur Amazon, sur Amazon.com, Amazon.fr, tous les sites Amazon du monde. Vous pouvez trouver ce roman. Voilà, et je rappelle encore aux auditeurs, les auteurs ont des pages Facebook. Alors, s'il vous plaît, quand vous avez lu le livre, allez sur leur page, laissez-leur des commentaires, dites-leur ce que vous avez pensé du récit, c'est toujours un plus. Voilà, c'est toujours un plus. En plus, c'est énorme, même sur la page Amazon surtout, parce que c'est là que les gens viennent et quand ils voient ça les fait. Oui. C'est ça. Que ça soit sur le site de vente Amazon ou sur les pages Facebook, laissez des messages. C'est vraiment un plus pour les auteurs. Nous sommes là pour les encourager. Voilà. Monsieur Alban Désiré Afen, un grand merci à vous. Vraiment merci. Merci à vous. Merci à vous, Madame Meya. Voilà, donc mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter avec grande attention Monsieur Afen par rapport à son livre. Le personnage principal, donc Liliane, qui est une dame de pasteur, qui est une femme de pasteur, une first lady, qui en fait se retrouve confrontée à des frustrations parce que elle a grandi dans une société où parler de son intimité, parler de la sexualité est tabou. Elle se retrouve donc dans ce mariage, idem, difficile de communiquer avec son mari, lui expliquer ses frustrations. Qu'est-ce qui se passe? Elle va donc vivre cette aventure qui va la transformer. Ça va la transformer en ce sens qu'elle va comprendre que c'est vrai, elle est une épouse, elle est une mère, mais elle est avant tout une femme. Une femme parce qu'elle se découvre. Comme dit l'auteur, elle découvre que sa sexualité est encore une conversation possible. Donc vraiment découvrez ce récit. Il est tellement bien écrit, voilà, il est passionnant. Il est vraiment passionnant. C'est à découvrir. Voilà. Vous aimez Parlons de livres, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, abonnez-vous, subscribe, commentez,
et partagez. Je vous remercie. À très bientôt.